Zach from Rage Against the Machine. You're watching Things for Your Head. Check it out. I look at the system that we're living under right now as a machine. I view it as a system which will just do anything to keep itself afloat. It fronts as a democracy. It fronts as a system who claims to represent people and represent freedom and all these, quote-unquote moral, action, but in reality we'll just do anything simply to keep it afloat. And I see this machine as like an engine that has been fueled and run off the blood of oppressed people like all over the world. So it's a name that I use to describe, I wanted to describe my frustrations and my anger being a Chicano, having indigenous blood and being part of a culture which has been completely, Evil Empire turned out? Yeah, I am. I mean, I was always really excited about about like the potential of fusing like some of the hardcore music I was listening to in the early 80s, mid 80s. Like, Government Issue and the Bad Brains and a lot of DC hardcore bands that really that I was into, and fusing that with hip hop, And, certainly I felt that on the first record we didn't do it as tastefully as we did on the second. I thought the first one was had a little too much Zeppelin in it. I read one review that said if your first album was a call to arms, Evil Empire is a declaration of war. Would you say that's pretty accurate? Yeah. Better or worse, Rage Against the Machine seems to have planted the seeds for the genre that sprung up known as nu metal. My apologies. I mean, because I will tell you what happened, though. I can tell you exactly what happened. Rage Against the Machine was a band that had great riffs and sort of created a genre and a global fan base that then Rage Against the Machine did not serve. We made a record every 4 years, and in that gap, I remember people at our records company going like, if only there would be bands that sounded like Rage Against the Machine, but sang about girls and showed up for video shoots and, and did sort of the stuff in the game, and lo and behold, a genre was born. We've never considered ourselves to have anything to do with that genre, and there's a lot of great music in that genre, a lot of great musicians in it, but the ethos of it tended to be much more kind of misogynist in nature, anti-women, fratty, and there was a political and intellectual content to Rage Against the Machine. Living in the States, you're living in one of the most brutal societies in the history of the world. The country who inherited the genocide of the Native American peoples. A country which participated in chattel slavery. The only country in the world to use and drop an atomic bomb on another country. The country which murdered and enslaved millions in Southeast Asia as a result of the Vietnam War. And we drew from the people who resisted. We were inspired because we feel that any society or any government or any system that is set up solely to profit a wealthy class, while the majority of the people toil and suffer and sell their labor power, so long as that system's only true motive is profit interest and not the maintenance and betterment of the population, to meeting human needs, then that society should not stand. It should be challenged and questioned and overthrown. A backdrop for our ideas. I grew up breakdancing. I grew up playing punk rock music. I grew up listening to it. It spoke to me in a way that no other music until that point could speak to me. It kind of happened. It was spontaneous. It wasn't a lot of thought put into it, We were very excited about the idea of playing hip-hop with live instrumentation and fusing the music that we loved so much, that we felt drawn to. It was very spontaneous. There's no way to say exactly how the sounds came together or why. Empire, I mean, is something that the States has become. The United States is an empire. It is one of the most powerful forces within the global economy. The title actually came from a speech given by Ronald Reagan in the 1980s as he addressed the Soviet Union as the evil empire. And if you look at the atrocities committed by the U.S. in the latter half of the 20th century, we figured that name or that tag could easily be used to describe the U.S. And so that's why we used it.
the image of the second record is a little more ironic, you know, and considering, you know, if you look very closely at the boy's face, to us he symbolizes the power structure in the U.S. If you look at him, he's smiling as if he's in control. But if you look deeper into his face, you see that he's afraid because he knows what's coming. He knows that poor people in the U.S. are not going to continue to suffer in the way that they suffer without taking action against them. That picture captured that very well. Brothers and sisters, a couple things we want to say right quick. A couple things. Rage Against the Machine is a band that has never advocated violence. We've always advocated a direct opposition to unjust wars like the one started by John McCain and the Republicans and Bush and all of them. That's why we're here today, standing peaceful opposition. Now, in honor of that peaceful opposition, we wish that the police and the state here in Minneapolis would do the same thing. Damn right. People take to the streets. Damn right. And the reality is, we're just four musicians from Los Angeles who have used our voices and our talent and our musicianship and our words to stand up against these unjust policies. And why the fuck are these cops so afraid of us? Are they afraid of us? They're not afraid of four musicians. They're afraid of you. On disait souvent des Beatles que c'était quatre garçons dans le vent. Rage Against the Machine, moi, je vais les décrire comme étant quatre garçons à missile SO7, quoi. On a peut-être le plus grand groupe de métal de ces 30 dernières années. Ah oui. Rage Against the Machine. Et jusqu'à aujourd'hui sonne encore actuel. Dans le discours politique, dans la façon même de faire la musique. Cette combinaison entre metal, funk, hardcore punk et hip-hop, une sorte de mix entre Black Sabbath et Public Enemy. Tu ne peux pas ne pas parler d'un groupe comme ça. Et la nomination Rock and Roll Hall of Fame actuellement n'est que méritée. Je pense que il y a longtemps qu'on aurait dû les mettre là-bas depuis. Ça devait pas attendre 2023 pour qu'ils soient au Rock and Roll Hall of Fame. Ça devait depuis 10 ans même, on devait déjà les mettre là-bas. Pour moi c'est mon avis, mais ça, on devait pas attendre 2023 pour les mettre au Rock and Roll Hall of Fame. Ça devait être Rage Against the Machine, à travers juste, on va dire, techniquement, c'est 3 albums, même s'il y a un 4e un peu là qui s'appelait Renegade. Mais à travers ces 4 albums-là, il y a tout ce que j'aime voir dans la musique en général. Il y a l'éclectisme, il y a l'inventivité, il y a la créativité, et puis il y a le discours politique. Et je sais aussi que bon, ça c'est un peu, comment dire un peu, c'est un peu le truc qui me fait un peu tiquer un peu quand les gens voient, parce que souvent ils sont réduits à des démocrates, socialistes, bobos, parce que oui, les gars ont signé dans un gros label, qu'ils ont vendu énormément d'albums et que maintenant que ce sont tous des grosses fortunes de l'industrie musicale, malgré leur discours politique. Moi, je dis, je suis content de voir ça. Ça ne me gêne absolument pas de voir Rage Against the Machine devenir des musiciens riches.
J'en ai marre. Bon, moi, je vais vous dire, moi, je regarde beaucoup les histoires sur la musique, vous le savez très bien. Et je suis très fasciné, surtout par les gens qui ont influencé, qui ont eu de l'impact, mais qui, malheureusement, souvent, sur le plan financier, sur le plan de beaucoup de choses, n'ont pas eu, n'ont pas eu vraiment gain de cause. Quand je vois que Rage Against the Machine a réussi à devenir, que les membres sont devenus autant riches, avec un discours autant politique, authentique, une virtuosité musicale, je dis, mais je dis, mais oui, moi je signe dessus, mais je suis content de voir ça. Je suis content de voir ça. Ça ne me gêne absolument pas de voir Zach de la Rocca avoir des trucs, avoir une maison à Beverly Hills de 1 million qui est bien. Je suis content de voir ça. D'habitude, on raconte toujours d'autres histoires. On raconte toujours des histoires de mecs qui se sont fait enflouer, de mecs qui se sont fait trucs. Ce genre de profil-là n'arrive pas généralement à non seulement signer dans un gros label, et en plus à être écouté par de nombreuses personnes dans le monde. Donc moi, je dis oui. Et il faut pas croire, Zach de la Rocca est énormément actif au Mexique. Le nombre de trucs qu'il fait au Mexique, le nombre d'investissements qu'il fait dans des, même pas seulement dans des charités, mais dans des trucs concrets par rapport à certains peuples au Mexique, là-bas. Il est très actif. Très actif, lui et Tom Morello. Le nombre d'actions qu'ils font par rapport à des choses, les gens ne le savent même pas. Les gens ne le savent même pas. C'est pas des trucs qui publicitent énormément. Donc, le truc de vouloir les réduire à juste des bobos gauchistes en me faisant penser que c'est des petits Obama, j'ai dit non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et même encore, j'aimerais ajouter ça. Rage Against the Machine, depuis 2004, toute leur discographie est littéralement censurée par la radio américaine. Toute la radio américaine censure la discographie complète de Rage Against the Machine. Il ne passe plus en radio. Toute. Tu parles pas de un son, deux sons. Toute la discographie, les 3, 4, ne passe plus en radio. Limite même, j'étais envie de te dire que ça ne passe même plus en télé. Donc, on a affaire à un groupe qui a été authentique du départ, authentique du début jusqu'à la fin. Ils ont eu juste vraiment l'aubaine de pouvoir encore devenir populaires, devenir très riches pour certains d'entre eux. Et je suis content que ces gars-là soient tous très aisés. Ça rend encore l'argent, le fait d'être riche ne gâte pas ton discours politique. Et ça revient un peu à des trucs. Parce que souvent les gens croient que moi j'ai un problème avec l'argent, que j'ai un problème avec la richesse de certaines personnes, surtout quand on me voit encore, et oui, je vais remettre son nom, quand on voit encore quand je parle de Jay-Z, en fait. Non, je déteste les pratiques de certains individus. Je déteste les pratiques de certains individus. Je déteste les méthodes, parfois, que je peux voir chez quelqu'un là. Que tu sois riche ou pauvre, hein. Je déteste les méthodes parce que je sais différencier. Moi, je pense avoir ce don-là rare de ne pas être épaté par les statuts des gens. Parce que je pense avoir une certaine forme de culture, je dis pas que je suis l'homme le plus cultivé au monde, mais je pense avoir une certaine forme de culture, donc tu peux pas me bluffer avec, comment on appelle ça, ton argent, ton statut et autres et tout, parce que, au final, les choses dont tu auras accès, par rapport à ce que ton argent et ton statut, j'aurai accès aussi ça par rapport à comment on appelle ça, à mon intellect et mon truc dont je peux pas être bluffé par les gens par rapport à ça. Donc quand je juge quelqu'un, je le juge vraiment pour qui il est, pas pour ce qu'il a dans le compte en banque. Et Rage Against the Machine, oui, ils sont tous des musiciens qui sont devenus très riches alors qu'ils prenaient un discours politique de renverser le système. Mais je suis désolé, moi ça me dérange pas. Au contraire, d'habitude c'est l'inverse. D'habitude c'est l'inverse. Et tous les groupes qu'on connaît ici dehors qui ont influencé, impacté, vous voyez comment je fais des sujets sur des gars qui ont impacté mais qu'on ne connaît même pas là. Pour la première fois que je vois quelqu'un qui est devenu populaire, mais qui est resté authentique à la musique qu'il faisait depuis le début, et qui a continué à faire de l'activisme vraiment sur le terrain,
Vous voulez que moi je dis à ces mecs-là, non, ne prenez pas les sous, vivez seulement d'amour et d'eau fraîche. Et j'ai dit, les mecs, prenez les sous. Prenez les sous, vous amplifiez le truc là. Le discours que Tom Morello fait au Rock Laurent, le film là, c'est magnifique. Je suis d'accord. Non, 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 les gens n'aiment pas être contents, quoi. Les gens n'aiment pas être contents. Non, moi, Rise Against the Machine, je suis content que ce soit un groupe politique, des virtuoses musicaux, et qui ont réussi à avoir un succès populaire comme ça là. C'est ce type de succès populaire que je vante. Je n'ai pas un problème avec le succès populaire. J'ai pas de problème avec ça. Plus tu vends, mieux c'est. Plus tu deviens riche, mieux c'est. Mais si c'est un truc avec une forme d'authenticité et une forme aussi comment on appelle un peu ça, d'intégrité, moi je suis d'accord avec ça. Maintenant dans la vie, on est obligé souvent de faire des concessions pour arriver à certaines fois à se faire entendre. J'aime bien le fait qu'ils ont signé dans un gros label, mais le fait d'avoir signé un gros label a juste comment on appelle ça, accentue encore plus leur propos dans le discours. Dans le discours. Donc, le fait de truc major, la major n'a pas intervenu, bon, vous ne devez pas dire ça, vous ne devez pas dire ça, ils ont tout, non, la major les a laissés carte blanche. Une major te laisse carte blanche et finance. Tu vas cracher dessus? Non, 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 au contraire, tu vas aider encore au message, je prends. Tout le monde a gagné. La major, eux, tout le monde a gagné, je suis content. D'habitude, Rise Against the Machine, c'est un groupe qui reste là, ouais, on parle dans les blogs, 20 ans après, en disant comment ils ont été influençables, comment ils étaient trucs, et puis les mecs vivent dans des vannes. Non, moi, je suis pas content quand je vois ce genre d'histoire-là. Ah oui, ah oui. Moi, je suis content de voir des groupes. Moi, je suis pour le succès populaire quand il est fait de qualité. Quand il y a de la qualité, comme des gars de Rise Against the Machine, je ne peux pas cracher dessus, les gars. Moi, je ne suis pas, ne croyez pas que je suis un socialo débile. Non, 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 je défends une certaine forme d'éthique. Une éthique. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui aime les coups de pute, comme Jay-Z, qui fait des coups de pute en permanence, à tout le monde, et des gens qui font des concessions pour pouvoir mieux amener leur message. Je vois la différence. Il y a une très grande différence entre ça. Jay-Z, c'est un enculé. Je peux pas, Didi est un enculé. Je ne peux pas être fan de gars comme ça. Je leur reconnais un certain talent, mais je peux pas aimer des gens comme ça. Je ne peux pas être fan de gars. Même quand je vois des gens qui me disent qu'ils sont fans de Jay-Z et Didi, je me dis dans la vie, tu dois être un peu comme ce genre de gars là, sans vouloir juger les gens, mais je peux pas être fan des gars comme ça. Il y a une très grande différence entre faire des concessions pour pouvoir avancer dans une situation et faire des coups de pute. Moi, je peux pas supporter des enculés coups de pute. Après, ils pensent toujours à s'enrichir eux-mêmes et ils viennent parce qu'il y a des bouffons qui les suivent, ils viennent en paragon de oui, je parle du wealth, oui, je parle de trucs, je parle pour les noirs. Non, non, non. Les riches philanthropes débilos, ceux qui croient qu'ils ont de l'esprit parce qu'ils ont ramené de l'argent. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça qui est le truc là. Donc, pour revenir à Rise Against the Machine, comme vous l'avez vu dans mon sujet de Inside Out, à la base, Rise Against the Machine est une idée de formation de Zach de la Rocha. Comme je l'avais vu sur mon sujet de Inside Out, où je parlais du groupe de Zach de la Rocha avant Rise Against the Machine. Rise Against the Machine était un son de Inside Out, mais devait être aussi le deuxième album du groupe Inside Out. Et après la rencontre qu'il a eu avec Tom Morello, comme je vous l'avais un peu expliqué dans mon sujet sur Inside Out, allez le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. De cette rencontre-là est venue vraiment l'idée de mettre en place vraiment ce groupe Rise Against the Machine avec un Tom Morello, comme je l'appelle, comme je l'ai dit, c'est un peu le fils spirituel de Frank Zappa, ce mec-là. J'ai jamais vu un guitariste, un virtuose, ce mec. De combiner un peu ces sons politiques, des sons un peu qui miseraient entre l'hardcore punk, un peu comme à la Black Sabbath, à la Cro-Mags, à tous ces groupes un peu, des Minor Threat, un peu ces groupes un peu très activistes punk là, à des groupes un peu comme Public Enemy, à des groupes un peu comme un peu, comment je vais dire, un peu Criminal Mind,
comment il s'appelle encore, KRS-One, un peu cette fusion entre ces groupes-là, parce que vous l'avez vu, Zach de la Rocca est marqué par ces deux trucs-là. Et ça a donné vraiment cette virtuosité qu'on a vu sur notre temps. Je ne vais pas faire vraiment une description des albums et des qualités d'albums et tout, parce que en gros, dès le premier album Rise Against the Machine, Evil Empire, et puis Battle of Los Angeles, et puis il y a Renegade qui est un peu une reprise, si je me trompe pas, des titres hip-hop en métal. Je pense un peu que c'est ça, c'est pas vraiment un album solo. C'est pas vraiment un album en tant que tel. Mais c'est ça qu'on peut dire sur ces albums-là. Le discours est le même, le truc est le même. Et ce qui est très magnifique avec eux, c'est qu'ils se sont arrêtés à temps avant de devenir un peu gimmick. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés au moment où ils sentaient que, là, on ne peut plus se renouveler. On a un peu atteint l'objectif. Je pense que notre discographie est bien comme ça. On va faire quelques réunions de tournée et tout. Nos comptes en banque sont remplis. On continue notre activisme de notre côté, donc partout. Et on ne fait plus de musique. Et je trouve que c'est parfait comme ça. C'est pour ça que moi, je suis totalement content de voir qu'il n'y ait pas encore d'album de Rise Against the Machine en 2023, parce que on n'en a pas besoin en fait. Les albums déjà disent tout. Tu reviens là, on revient encore sur 30 ans, 40 ans, on revient encore 30 ans, 20 ans après, des sons de Evil Empire, des sons de Rise Against the Machine, des sons de Battle of Los Angeles, on revient encore sur ces sons-là. On se rend compte à quel point il est encore actuel sur notre événement. Tout ce qu'il disait là, quand tu voyais l'album Rise Against the Machine, déjà, beaucoup de sons comme un peu Wake Up, on parlait déjà des situations un peu qu'on voyait dans les trucs de Rodney King. C'est pas la même, c'est pas différent un peu de ce qu'on a vu avec George Floyd actuellement. C'est pas différent de ce qu'on a vu avec Breonna Taylor et tous ces victimes aux États-Unis de bavures policières complètement dégueulasses. Le discours est toujours aussi actuel. Donc je vois pas l'intérêt de faire encore un album qui ne parle pas de ces sujets-là. Et ce qui est aussi bien aussi avec truc, moi c'est le seul truc un peu qui me dérange. J'ai vu un peu comment après des années certains membres du groupe ont travaillé avec Chris Cornell pour former le groupe Audioslave. Mais Zach de la Rocca, j'aurais aimé que Zach de la Rocca fasse un album. Un seul album de hip-hop même. Parce que ce mec-là, je crois que vous l'avez vu, je le répète beaucoup, et ceux qui voient aussi mes stories. Merci d'ailleurs même à ceux qui m'envoient toujours des DM pour dire que mes stories les plaisent énormément et qu'ils aiment beaucoup ce que je fais là, avec la page YouTube. Vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur de voir que mon travail est reconnu. Quand on voit Zach de la Rocca, j'aurais aimé qu'il fasse au moins un album solo. Au moins c'est un album solo. Je pense qu'il en a. J'aurais aimé de voir peut-être après les années 2000, peut-être en 2004, 2005 ou 2007, comme ça, faire un seul album solo. Mais je pense que là maintenant, il n'est plus trop dans le mindset et la même rage qu'il avait quand il était jeune. J'aurais aimé voir un album solo de hip-hop de Zach de la Rocca, parce que le truc, ses apparitions dans les albums de Run the Juice, il faudrait un jour que je parle de ce groupe-là. Run the Juice, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le duo de Killer Mike et de l'incroyable rappeur-producteur LP. Ils ont formé un duo depuis 10 ans qui s'appelle Run the Juice et qui ont des albums extraordinaires. Il y a un son avec Zach de la Rocca là qui... La partie où Zach de la Rocca, il a certaines apparitions de Zach de la Rocca dans ces albums-là que je me dis, mais putain mec, il faut un album, il faut que tu aies un album. Et là ça couronne le tout, un album solo, tranquille, là, pur hip-hop. Parce que Zach de la Rocca, hein, c'est un pur lyriciste, là. Sincèrement, comme je l'ai dit, il est dans mon top 20 des plus grands artistes de hip-hop de tous les temps. La seule raison pourquoi je l'ai pas mis par exemple dans mon top 10 de classement de artistes hip-hop de tous les temps, c'est qu'il fait pas du hip-hop. Il fait de l'hardcore, mixer un peu à du hip-hop, mixer un peu à du metal, mixer un peu à de la funk, avec le Rise Against the Machine. Donc, il est très compliqué pour moi de mettre un mec comme ça, la top 10, alors qu'à la base, il fait la musique en elle-même n'est pas hip-hop. Ça a les racines du hip-hop, mais elle n'est pas structurée musicalement comme du hip-hop. Donc, ce qui fait que, moi, je me dis, mais c'est pas possible. Mais quand tu relis les lyrics du gars, mais c'est magnifique.
Les lyrics de Wake Up, les lyrics de My Check, les lyrics de Down the Road, comme vous l'avez écouté au début, là. Maintenant, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de voir comment, ça c'est quelque chose c'est pour ça qu'il faut toujours donner du temps. La valeur se trouve toujours avec le temps. Pendant longtemps, et moi j'ai souffert un peu de ça, quand tu parles de Rage Against the Machine et que tu me parles un peu à mes compatriotes noirs qui sont toujours compliqués quand ils voient un peu un genre musical différent et tout, surtout à l'époque là dans laquelle j'ai grandi, je disais toujours, ah, Zach de la Rocca, pour moi, il est un MC incroyable, hein, il n'a rien à envier et tout, ils me disent, mais non, c'est lui, il rappe pour les blancs. Un truc, j'ai dit, mais est-ce que vous avez pris, et c'est là où c'est un peu triste, un peu, je me rends compte que les gens, quand ils suivent la musique, ils n'écoutent pas les lyrics, en fait. J'ai dit, mais est-ce que vous avez pris le temps d'écouter les lyrics quand vous dites, non, mais c'est un son métal, il est là, c'est un truc, là, tu peux pas le comparer à Ice Cube. J'ai dit, mais il rappe comme Ice Cube. Il dit la même chose que Ice Cube dit dans comment s'appelle encore son album, American Most Wanted. Il dit la même chose. Qu'est-ce qui est différent de ce que Zach de la Rocca dit dans Rise Against the Machine à ce que Tupac dit dans Tupacalypse Now? C'est pas différent. Je ne sais pas, vous ne l'écoutez pas. Il te fait des références à J. Edgar Hoover. Il te fait des références au massacre des Black Panthers. Quand il dit Hoover, he was a bad mover. I give you those, but I never come close. I give you those. La manière quand Hoover s'est enculé, ce mec qui a fondé le FBI là, cet enculé de merde là, qui a participé à mater tous les rébellions trucs. C'est même l'un des gars qui était très le cerveau même qui a participé au meurtre des mecs comme Fred Hampton et autres et tout. Je crache sur la tombe du mec là. C'est une merde absolue ce gars-là. C'est l'une des plus grandes merdes de l'histoire de l'humanité ce mec-là. Il fait des références à ces gars-là. C'est pas différent de ce que tu entends sur Tupacalypse Now. Pas différent. En termes de thème et autres et tout, c'est pareil. Et c'est un peu dommage que parfois pendant des années tout, je discutais ça à mes frères un peu négros et malheureusement mes frères négros ont souvent ce truc que quand ça n'est pas dans le putain et que ça soit les blancs comme les noirs, hein, parfois je suis un peu frustré des deux côtés parce que chacun reste dans son monde à essayer de comprendre le monde de l'un de l'autre. C'est un peu compliqué un peu quand tu es ouvert d'esprit des deux côtés. Tu vois un peu comment les noirs ils ne s'ouvrent pas à ça et les blancs ils ne s'ouvrent pas à ça et toi qui es ouvert d'esprit tu es un peu frustré de voir un peu chacun qui reste un peu dans ses mondes sans pour autant essayer de comprendre l'autre un peu. C'est ça qui me dérange un peu par rapport à ça. Mais maintenant, je suis content de voir un peu des vidéos réactions parce qu'il y a des youtubeurs maintenant qui font des vidéos réactions, ils essaient de découvrir Rise Against the Machine. Rise Against the Machine commence à être écouté par beaucoup la communauté noire maintenant. Aux États-Unis en tout cas. Parce que je vois souvent des gens, quand ils écoutent Rise Against the Machine, ils disent, mais attends, le Zach de la Rocca là, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas. Je vois des réactions souvent là. Ils disent, wow, mais wow. Et petit à petit, Rise Against the Machine commence à entrer dans les foyers afro-américains. Ce qui était très compliqué par avant. C'était des foyers blancs, foyers mexicains, foyers trucs, mais les foyers américains, ou bien quelques noirs bounty qui avaient un peu l'ouverture d'esprit de ne pas suivre seulement que du hip-hop ou du R&B, mais d'avoir une culture musicale vaste. Mais maintenant, il est beaucoup écouté par beaucoup d'Afro-Américains quoi. Et maintenant aussi, j'aimerais dire aussi que même en Afrique, on commence à voir aussi, ça c'est pour le truc, hein, on commence à voir beaucoup de groupes de métal qui sortent maintenant en Afrique. Je pense qu'il y a un groupe, je sais pas si c'est au Mali ou au Bénin, je sais pas, il y a un groupe de métal béninois qu'on voit maintenant. Ici, on a les mecs un peu de Dakar Rock. Bon, il y a 3 blancs, un métis et un noir. Un métis et un noir. Et il y a beaucoup de trucs où tu vois maintenant cette culture là
à la base venait beaucoup plus en Afrique maintenant, parce que à une époque, voir un groupe de gars qui faisaient du groupe de rock ici, c'était compliqué. Mais maintenant, on commence un peu à voir partout un peu quelques gars qui n'hésitent plus. Ça commence à être comment on appelle un groupe ça? Plus accessible un peu au public africain qui commence un peu à comprendre un peu cette culture-là. Je pense que c'est moins, à mon époque, c'était beaucoup plus compliqué parce que quand tu me disais que tu suivais ça, oh là là, les mots bounty fusaient sur la tête, tu n'imagines même pas. Alors que maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que comme je l'ai dit, hein, je vais le répéter, le rock est le rock, c'est une musique de noir à la base. C'est une musique, c'est pas bon, c'est pas parce que ça doit être une musique de noir que tu dois l'écouter, mais c'est une musique de noir à la base. C'est seulement que dans la transition, toujours mainstream et tout, les médias arrivent à toujours changer la narrative et à récupérer économiquement le délit jusqu'à le blanchir après. Et après, on est coupé de notre culture comme ça, quoi. Donc c'est ça, je pense, c'est ce que je voulais raconter un peu sur Rage Against the Machine. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je vous conseille de le découvrir. Il est toujours actuel. Il est incroyable de virtuosité. Zach de la Rock est sûrement l'un des meilleurs MC de l'histoire de la musique. Par ses propos, par son énergie, par sa rage. Tom Morello, c'est un Frank Zappa en miniature. Tim Comerford, c'est un peu le Dean fils de Larry Graham, du Graham Central Station, il est incroyable à la basse. Et Brad Wick, c'est un Buddy Rich ou un Doug Hammond en miniature aussi. Donc on a affaire à des musiciens incroyables qui ont sorti une discographie aussi presque parfaite. Et que je vous conseille à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert et d'aller beaucoup plus en profondeur que l'image qu'ils vous ont envoyé, d'écouter les lyrics. Écoutez les lyrics, écoutez les albums. Les albums, c'est ça. Et ça aussi, c'est un petit plus là. On vit une époque où les gens n'écoutent plus les albums. Les gens écoutent les sons en streaming, zap, 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 zap. Et tu peux pas juger un album en une écoute. Ça, c'est terrible, ça. Tu peux pas juger un album en une écoute. Il faut l'écouter au moins 4, 5 fois. Et peut-être même attendre même des jours. Des jours. C'est-à-dire revenir encore des jours après, peut-être même une semaine après, tu reviens, tu réécoutes encore pour comprendre vraiment les subtilités de ce que tu as entendu, les subtilités de ce que tu as truc. Peut-être parce que c'est moi qui fais de la musique, je suis toujours dans l'analyse de ce genre de situation-là, mais je pense que si tu veux comprendre et apprécier un album, tu ne l'écoutes pas une fois. Tu l'écoutes pas juste une fois et dire ouais, lui, il y a le son là qui m'a énervé, il y a le son là, non. Je pense qu'il faut rééduquer aussi le public. Il faut rééduquer le public à savoir consommer de la musique. Il faut rééduquer même le public à savoir consommer même les choses. Je pense, comme je l'ai dit sur mon truc, mon article sur la culture des DJ, la musique et le bon goût, ça s'apprend. Ça s'apprend et il faut avoir beaucoup de patience pour apprécier les bonnes choses. Il faut pas juste dire ok ouais voilà bla 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 bla. J'ai aimé ça, bon, c'est con, non. Sinon, je dis, tu passes à côté de beaucoup de choses quand tu fais ça. Il y a des réalités du monde qui te passeront et autres et tout, et il y a des beautés du monde qui te passeront au-dessus de la tête, que tu ne comprendras pas. Alors que si tu es très patient et tu es très truc, ça va t'ouvrir le truc. Moi, je vais vous dire, je vais un peu parler personnellement de ma vie. Le fait d'avoir ça, le fait d'avoir développé ce truc-là, vous n'imaginez pas à quel point ça m'ouvre les portes sur beaucoup de choses. Le fait je peux être là, je me rappelle un jour, j'étais dans une soirée, c'était il y a 2 semaines là, une dame très importante là, dont je vais pas citer son nom, j'étais avec des gars importants, hein. Tu vois, moi, je ne suis pas important comme ça socialement, mais des gars importants. Et je discutais, il y avait un mec qui était un très grand collectionneur de vinyle et tout. Et moi, je discutais avec lui, on discutait de musique, sur beaucoup de choses, sur trucs et tout. Et le gars me disait, mais c'est vraiment incroyable de voir quelqu'un qui écoute encore la musique comme ça en 2023. Moi, je croyais que ça n'existait plus. Et tu vois, le mec, c'est quelqu'un qui est au statut social, nanani, nanani. Il m'a dit, même, passe-moi même ton numéro, là, il faudrait que je t'invite à la maison, le truc. Alors que, bon,
Moi, je suis que Jean-Jacques, hein. Tu vois un peu. Il me dit, passe à la maison, je vais te montrer mon truc de vinyle là, il y a ce vinyle là que je dois te montrer, le truc. Je l'ai même un peu fait écouter ma musique, il me dit, ah, je comprends pourquoi ta musique est comme ça. Parce que tu as une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, quoi. Donc c'est très rare. Viens. Et vous n'imaginez pas. C'est souvent où les gens croient que pour accéder à la haute, il faut que tu aies l'argent comme eux. Faut que non. Si tu es parfois très curieux, très cultivé et autres et tout, tu as accès à ces gens-là. Tu as accès à ces gens-là. Et le problème, c'est souvent que maintenant les gens sont tellement un peu dans la superficialité qu'ils ne comprennent pas que non, il faut s'enrichir soi-même avant de voir évoluer un peu. Donc, bref, c'est un peu mon message sur le sujet. N'hésitez pas à écouter Rage Against the Machine, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus encore pour d'autres aventures.